Bonjour, ici la nuit raconte. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous, laissez un like et profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé les débuts de mission, le silence avant les ordres, les regards échangés dans un couloir sans fenêtre, les minutes suspendues où chacun feint la maîtrise. C'est dans ce silence que tout bascule, qu'une vie ordinaire s'efface pour laisser place à une suite de gestes précis, de mots calibrés, d'ordres qui pèsent. Cette fois pourtant, ce n'était pas une opération comme les autres. C'était la première fois que je me rendais dans un endroit dont personne ne connaissait la nature. Je me souviens du matin où tout a commencé. J'étais encore en poste sur la base de Norfolk, entre deux missions de contre-infiltration. La brume venait de se lever sur la piste. Quand on m'a appelé, son ton était neutre, presque trop neutre. Il m'a simplement dit qu'une délégation de la NASA voulait me voir, que ma présence était requise à Washington dans les 6 heures. Pas de détails, pas de dossier, seulement une phrase. Yoru ordre prioritaire, code Atlas Yo. Dans l'avion qui m'emmenait vers la capitale, je n'arrivais pas à chasser ce mot de mon esprit. Atlas, il évoquait la force, le poids du monde, mais aussi la solitude d'un être condamné à porter quelque chose qui le dépasse. Je n'avais aucune idée que ce mot deviendrait bientôt une frontière entre tout ce que je croyais savoir et ce que l'humanité allait découvrir. La salle de réunion se trouvait au sous-sol d'un bâtiment administratif sans enseigne. 3 hommes et 2 femmes m'attendaient autour d'une table couverte de dossiers scellés. L'un d'eux, un civil aux cheveux gris, prit la parole. Il se présenta comme le docteur Weiss, astrophysicien et responsable de la mission Atlas III. Les autres étaient militaires ou ingénieurs. Leur attitude trahissait un mélange de fatigue et d'excitation contenue. Weiss projeta une image sur l'écran mural. Une série de points lumineux formait une trajectoire courbe à travers le système solaire. L'un d'eux clignotait à intervalles réguliers. Il expliqua que cet objet, détecté 6 mois plus tôt, se déplaçait à une vitesse impossible pour un corps naturel. Sa trajectoire n'était pas aléatoire. Elle semblait contrôlée. Selon leur relevé, l'objet avait traversé les confins de Neptune avant de ralentir progressivement, comme s'il observait. Les spectromètres révélaient une composition chimique inconnue, ni métal pur ni roche, mais quelque chose d'intermédiaire, à la fois solide et semi-organique. Point. Il l'avait baptisé Atlas III, car 2 autres anomalies similaires avaient été détectées dans d'autres régions du ciel, sans jamais approcher notre système. Weiss marqua une pause avant de me fixer. Il déclara que la mission consisterait à intercepter Atlas III avant qu'il ne quitte la zone d'influence solaire. Une station orbitale militaire, Prometheus, servirait de base avancée. Une navette expérimentale, équipée d'un module de pénétration blindé, devait nous permettre d'aborder l'objet et d'en analyser la surface. Mon rôle serait simple, dit-il. Sécuriser l'équipe scientifique, évaluer les risques d'infiltration biologique ou technologique, établir un protocole de reconnaissance interne si une entrée était détectée. Autrement dit, je devais être le premier à entrer si l'occasion se présentait. J'ai accepté sans poser de questions. Ce genre de mission ne se refuse pas. On ne dit pas non à la première exploration d'un objet venu d'au-delà des étoiles. Les semaines suivantes furent une succession d'examens, de simulations et d'isolements. Notre équipe comptait 8 membres. Weiss, 2 astrophysiciens, une biologiste, un ingénieur en propulsion, un technicien en communication et 2 opérateurs tactiques, moi compris. L'autre, le sergent Kova, était un vétéran des forces orbitales, un homme solide au regard tranquille. On nous logea dans un complexe sécurisé du Nevada, où chaque couloir résonnait du bruit des systèmes de ventilation et des pas feutrés du personnel. On nous interdisait tout contact extérieur. Les briefings se succédaient à un rythme serré. On nous parlait de distance, de protocole, de confinement, mais jamais de ce que nous pouvions réellement trouver. Weiss passait des nuits entières à examiner le signal émis par Atlas III. Il disait que c'était un langage ou quelque chose qui s'en approchait, une modulation périodique, trop ordonnée pour être naturelle. Il ne savait pas si c'était un message, un code ou un simple effet secondaire. Un soir, alors que nous sortions du centre d'entraînement,
Il me confia que le signal semblait réagir aux émissions solaires, comme s'il adaptait sa fréquence à l'activité du soleil, un peu comme une oreille qui s'ajuste au bruit ambiant. Cela n'avait aucun sens, mais il le disait avec une conviction froide. Le jour du départ, la lumière du désert se reflétait sur les carlingues métalliques. La navette Prometheus X, fruit d'une coopération secrète entre la NASA et le département de la Défense, son fuselage compact, ses réacteurs vectoriels et son module de rentrée blindé donnaient l'impression d'un oiseau de proie en attente. Nous avons embarqué sans cérémonie. Chacun connaissait son rôle. Je m'installai dans le compartiment avant, juste derrière le pilote. Les vibrations de l'allumage me traversèrent le corps. À mesure que la poussée augmentait, la gravité sembla me clouer au siège. Puis la pression se relâcha. Le silence, d'abord absolu, laissa place au bourdonnement régulier des instruments. En orbite, la Terre paraissait paisible, minuscule et fragile. Cette vision m'arracha une émotion que je n'avais pas prévue. Tout ce que nous étions, nos histoires, nos guerres, nos espoirs tenaient dans cette sphère bleue suspendue au milieu du noir. La station Prometheus apparaissait au loin, un assemblage de modules reliés par des structures tubulaires. En approche, on distinguait les panneaux solaires étendus comme des ailes. L'arrimage se fit sans heurts. À bord, tout semblait fonctionnel mais austère. L'air avait cette odeur métallique propre aux installations orbitales. Nous fûmes accueillis par le commandant de la station, un officier discret nommé Yamagata. Il nous conduisit à nos quartiers et expliqua les procédures d'urgence. Atlas 3 approchait déjà de la ligne de Mars. Dans 2 semaines, il serait à portée de notre navette d'interception. Chaque jour, nous recevions des mises à jour des télescopes automatiques. L'objet avait la forme d'un ellipsoïde irrégulier, environ 12 km de long, parfois mate, parfois brillante, comme si elle changeait d'état. Rice affirma que cette variabilité ne pouvait être due qu'à un champ énergétique. La veille du départ, Kova et moi avons effectué un dernier contrôle de sécurité. Les armes étaient scellées, les combinaisons vérifiées, les balises de position synchronisées. Aucune erreur n'était permise. Dans ce genre de mission, la moindre défaillance peut devenir une condamnation silencieuse. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je fixais la vitre de la cabine et regardais l'espace défiler. Je pensais à ce que nous allions trouver, à ce que cela pourrait signifier. Une part de moi ressentait une excitation enfantine. Une autre part, plus sombre, pressentait que nous ne reviendrions pas les mêmes. Le matin suivant, nous avons embarqué sur la navette d'approche. Le module de pénétration, fixé à l'arrière, ressemblait à une capsule de reconnaissance blindée, équipée de senseurs et de propulseurs autonomes. L'objectif était simple. La mise à feu fut brutale. Les moteurs ioniques nous propulsèrent dans le vide. Derrière nous, la station Prometheus s'éloignait, minuscule, presque irréelle. Devant, un point noir grandissait lentement, absorbant la lumière des étoiles. Atlas 3. Les premiers relevés arrivèrent après 48 heures de vol. La température de surface oscillait entre 150 et 200 kelvins, mais certaines zones semblaient émettre une chaleur propre, comme si une source interne entretenait une activité. Les instruments détectaient également un champ magnétique instable, pulsant à la même fréquence que le signal radio capté depuis la Terre. Weiss passa la majeure partie du trajet à corréler les données. À plusieurs reprises, il fronça les sourcils sans rien dire. Je le voyais hésiter à formuler ce qu'il observait. Finalement, il m'avoua que le signal semblait s'intensifier à mesure que nous approchions, comme s'il percevait notre présence. Je ne répondis rien. Dans mon esprit, tout devait rester logique, mesuré, rationnel. Mais au fond de moi, une inquiétude froide s'insinuait. Si cet objet réagissait à notre approche, et s'il nous détectait, alors il existait une forme de conscience, ou du moins, à 100 000 km, Atlas 3 apparut enfin dans toute sa dimension. Sa surface n'était ni régulière ni chaotique, mais vivante, ondulante, comme si des couches successives de matière se réorganisaient lentement. Par endroits, des lignes lumineuses glissaient le long de sa carapace. Pas des reflets, non, mais des veines d'énergie silencieuses et ordonnées. Le silence du cockpit était presque religieux. Même Kova,
habituellement impassible, resta figé. Weiss, lui, murmurait à voix basse les relevés qui s'affichaient sur les écrans. Aucun modèle ne correspondait à ce que nous observions. Aucune théorie connue ne pouvait expliquer une telle structure. Nous étions à 3 heures du contact. L'équipage se répartit selon le protocole. Les scientifiques au capteur, les opérateurs à la sécurité, Weiss au commandement technique. Le signal radio atteignit un pic d'intensité, puis se stabilisa. Une sorte de pulsation lente, presque organique. Je sentais la tension monter dans mes épaules. Mes mains, gantées, restaient immobiles sur les commandes. Tout devait se dérouler selon le plan. Pourtant, quelque chose me disait que rien ne se passerait comme prévu. À 50 km, les systèmes de navigation perdirent brièvement la synchronisation. Les gyroscopes oscillèrent, les lumières clignotèrent, puis tout revint à la normale. Weiss lança un enregistrement pour analyser l'anomalie. Les données montraient une distorsion locale du champ gravitationnel, comme si l'espace lui-même avait tremblé autour de nous. Nous approchions d'un monde qui n'obéissait plus aux lois connues. Je pris une inspiration lente et resserrai les sangles de mon harnais. Le poste de pilotage baignait dans une lueur bleutée. Les écrans déroulaient des colonnes de chiffres qui devenaient de plus en plus instables à mesure que nous descendions vers la surface. Je validai la dernière checklist. Sécurité, pression des combinaisons, alimentation en oxygène, fermeture des anneaux d'étanchéité, intégrité des gants et du cou, charge des propulseurs dorsaux. Ensuite, je passai en revue le matériel d'entrée. Balises à déploiement automatique, capsules stériles pour prélèvement, microsenseurs pour la spectrométrie de proximité, caméras corporelles synchronisées avec l'ordinateur de bord, liaisons chiffrées courtes, portées pour garder un réseau en maillage si l'objet déformait nos communications. Kova posa sa main gantée sur mon épaule. Son regard restait d'une neutralité rassurante. Il prononça simplement 3 mots. « On y va », je répondis par le même laconisme. « On y va ». La navette s'immobilisa à 200 mètres d'une zone relativement stable. Stable n'était qu'un mot commode. L'endroit paraissait moins mouvant que le reste, mais rien n'était immobile sur cette surface. Elle vibrait avec une amplitude infime, un tremblement presque optique, comme une peau qui frissonne au contact d'un froid léger. Les veines lumineuses observées à distance se révélaient être des filaments translucides incrustés. Par intermittence, un filament s'illuminait, puis s'éteignait en laissant une faible rémanence. Weiss fit un dernier point. Je perçus la fatigue dans sa voix, mêlée à une sorte de retenue émue. Il rappela l'ordre des opérations. Kova déploie en premier le drone de reconnaissance. Je le suis avec la balise principale et la sonde à impact. Nous ne posons pas le pied avant le second retour du drone. Pas d'exception, si la surface s'avère instable, on décroche. Si le champ magnétique dépasse le seuil fixé, on décroche. Si le signal se met à imiter nos propres transmissions, on coupe tout et on décroche. Personne n'argumenta. Le silence accepta les règles. La trappe d'accès s'ouvrit sur un noir profond qui avala la lumière comme un sable subtil. Les phares étendirent un cône blanc sur lequel flottaient des particules sales, résidus de notre propre coque. Kova lança le drone. Il glissa hors de la navette et stabilisa sa position avec un souffle discret. Son télémètre projeta un réseau de lignes vertes sur la surface d'Atlas III. Les retours arrivèrent avec une légère latence. 10 mètres en dessous, la couche extérieure offrait un coefficient de friction élevé, mais sa densité variait sur de petites distances, comme si elle était stratifiée en lamelles très fines. Le drone toucha la surface du bout de ses patins. La couche céda de quelques millimètres, puis se raffermit. Le drone repartit en spirale pour établir un plan. Rien n'explosa, rien ne s'ouvrit. Je sentis ma mâchoire se relâcher d'un cran. Autorisation d'atterrissage par grappin. Je sortis le lanceur et verrouillai le câble sur un tenon de la navette. La microfusée envoya son harpon dans la couche sombre. Le grappin s'enfonça de 3 cm, vibra, puis se stabilisa. Je fis jouer la ligne. Résistance progressive, pas de rupture. Le protocole m'autorisait à descendre. Je jetai un regard à Weiss. Il répondit par un signe bref. « Descends ». Je glissai le long du câble et posai le pied.
La sensation fut déroutante. Ce n'était pas la dureté d'un métal, ni l'élasticité d'un composite. C'était une suspension qui cédait juste assez pour tenir mon poids, puis se remettait en tension comme une membrane accordée. Un bruit grave me parvint par conduction à travers mes semelles, un grondement de basse qui se confondait presque avec mon propre battement de cœur. Je validai 3 mesures. Température locale à 166 kelvins. Champ magnétique légèrement supérieur à la valeur reçue en orbite. Aucune émission de particules au-dessus du bruit de fond. J'annonçais le statut. Surface portante. Pas de dégazage, pas de chaleur soudaine. Kova me rejoignit. Nous nous assurâmes mutuellement. Clic des connecteurs, contrôle visuel, geste convenu qui signifie tout va bien. Je plantai la première balise. Elle vibra, s'accorda à la pulsation de fond, puis afficha une lumière fixe. La navette verrouilla sa position relative sur ce repère. Le drone décrivit une ellipse et revint se poser. Ses capteurs avaient collecté une mosaïque de données. L'ordinateur en donna un modèle provisoire. La couche externe comportait des pores longs et alignés, comme des chenaux capillaires. Par ces chenaux circulait une énergie lente, pas électrique, pas strictement thermique non plus. Une traduction mécanique, peut-être, quelque chose qui distribuait des contraintes d'un point à un autre pour lisser les chocs. Weiss proposa une percussion minime pour sonder la sous-couche. J'armai la sonde à impact et la posai à 5 mètres de la balise. Compte à rebours. 4, 3, 2, 1. Un choc propre, pas trop fort. La surface encaissa. Une onde parcourut la zone avec une régularité presque élégante. Elle se déplaça en arc, franchit nos bottes, se réfléchit sur une zone plus dense et revint mourir dans un bourdonnement grave. Les capteurs enregistrèrent un motif. Weiss resta silencieux pendant de longues secondes. Puis il dit que l'onde avait été conduite comme si la matière avait cherché d'elle-même l'itinéraire qui minimisait la perte. Pas un matériau inerte, à peine un système. Rien d'organique pour autant. Un réseau qui optimise son propre équilibre. Cela restait une hypothèse. Nous progressâmes vers une dépression. Là, les filaments clairs se densifiaient. J'envoyai un microcapteur se coller à l'un d'eux. Le capteur détecta une oscillation régulière. Elle synchronisait sa phase avec la pulsation radio qu'on enregistrait depuis des semaines. J'essayai de ne pas interpréter. Je décrivis seulement. Fréquence stable, amplitude variable. Le filament ne réagit pas par un changement de forme. Il conserva sa souplesse froide. La dépression menait à une ligne de fracture qui n'en était pas une. En me penchant, je distinguai un seuil où la peau externe se rétractait, révélant des structures aux arêtes si nettes que la lumière y dessinait des angles noirs. Je passai le spectromètre. Pas de composition connue. Un mélange de chaînes carbonées exotiques couplées à des réseaux d'atomes plus lourds. L'ingénieur en propulsion demanda si nous avions affaire à une céramique composite imprégnée. Weiss répondit que le mot céramique ne décrivait pas la dynamique observée. Nous décidâmes de marquer le seuil comme point d'entrée potentiel, puis de cartographier encore 10 minutes. Cette prudence ne souffrait aucun compromis. Le temps s'étira. Le ciel était une absence. Nous étions 2 silhouettes blanches sur une plaque sombre, reliées par une corde qui vibrait. À un moment, mes oreilles enregistrèrent un coup sourd. Je crus d'abord au bruit de mes propres pas, mais l'amplitude ne correspondait pas. Je marquai l'événement. Un impact avait eu lieu à l'est, hors de notre champ. Le drone s'éleva et partit vérifier. Il revint avec une image rassurante. Rien n'avait frappé. C'était la surface elle-même qui avait produit. Les capteurs tentèrent de corréler ce son à la pulsation radio-pompe. Échec. Le claquement n'obéissait pas à la même métrique. Premier indice, corrélé. Nous le signalâmes. Pas d'action immédiate. La ligne de seuil nous appela pourtant. Je sentais la tentation d'aller voir, de glisser dans cette fente qui promettait autre chose que la peau vibrante. Je me contraignis à suivre la procédure. Nous bâtîmes à la lisière un nid de capteurs, un densimètre que je plantai à travers la couche pour mesurer la compacité, un détecteur biologique qui, malgré mes doutes, pouvait signaler des signatures moléculaires actives,
un ensemble acoustique pour écouter autrement. Les retours tombèrent, densité croissante sous le seuil, pas de traces d'acide aminé libre, bruits internes bas et liés à la géométrie des filaments. Weiss enfin donna le feu vert, entrée de reconnaissance limitée, 5 minutes en profondeur, 10 mètres maximum. L'objectif était d'observer, filmer, prélever un fragment, sortir. Kova resta sur la surface, pour couverture et relais. J'attachai la ligne principale à sa ceinture. Il me fixa, puis sourit sans joie. Il dit une phrase banale. « Tu reviens vite ». Je répondis pareil. Je me glissai dans la fente. La gravité sembla changer d'intention. Je ne tombais pas, mais je ne flottais pas non plus. Mon corps se suspendit à une traction douce qui venait de partout. Mes mains se posèrent sur un matériau à la fois lisse et grainé. Des structures se révélaient au contact, comme si la peau interne se réservait le droit de se montrer seulement à celui qui la touchait. J'avançai lentement, un genou après l'autre, et la gorge me serra quand la lumière de ma lampe coupa un espace net. Je venais d'entrer dans un conduit régulier qui ne ressemblait à aucune galerie naturelle. Les parois semblaient tissées de nervures. Elles n'étaient pas parallèles, pas symétriques, mais elles obéissaient à un dessin cohérent qui conduisait le regard vers un point de fuite. Je mesurai la distance. 8 mètres. Je plantai la première micro-balise à l'entrée, puis une seconde à mi-course. Je filmais, j'annonçais chaque geste. Les mots simples me tenaient. Au 4e mètre, la radio grésilla. Kova demanda si je ressentais une pression dans les tempes. Je répondis que Weiss intervint. La pression n'était pas physiologique. C'était une modulation acoustique très basse qui affectait la mousse de nos casques. Elle la compressait de manière quasi imperceptible. Il ordonna de relever l'intensité. J'obéis. Elle augmenta légèrement, puis diminua dès que j'immobilisai ma lampe. Je restai sans bouger. La pression disparut presque. Je repris l'avancée. Elle revint. J'en fis part calmement. Je la décrivis comme un baromètre hésitant. Au 6e mètre, je trouvai le premier plan. Une plaque luisante, ovale, incrustée dans la paroi. Sa texture n'était pas celle du reste. Quand j'éclairai, le faisceau se déforma, comme s'il était avalé dans un creux invisible. Je posai un miroir de poche. La réflexion ne suivit pas un angle normal. Elle se plia, revint vers moi par une route. Je sortis le thermocouple et touchai la plaque du bout de l'instrument. La température n'augmenta ni ne baissa. Elle resta étonnamment constante, insensible à la chaleur de ma main ou au froid ambiant. Le thermocouple enregistra une dérive minime, négative. Quand j'exerçais une pression, je notais l'effet. Négative, comme si le matériau se rétractait sans se refroidir. Je prélevai un fragment. Le grattoir mordit avec une résistance subtile. Le morceau tomba dans la capsule stérile avec un tintement étouffé. Au même instant, la pulsation radio, jusqu'ici calme et distante, modifia son rythme. Pas de manière brutale, pas comme un réveil, plutôt comme si une phrase changeait de sujet. Weiss retint son souffle sans le dire. Je restai immobile, et l'onde très basse qui pressait ma tête baissa d'1 degré. Je posai une seconde capsule contre la paroi et recueillis une poussière grise qui s'y était accumulée. Elle avait l'odeur neutre du minéral. Je n'osais pas me fier à mes sens. La caméra captait une lueur en aval. Pas un filament comme ceux de la surface. Une respiration plus diffuse. Je demandai l'autorisation d'approcher encore d'1 mètre. Weiss consentit. J'avançai et m'arrêtai devant un étranglement de la paroi. Des arcs de matière se rejoignaient comme des doigts que l'on croise. Au centre, un vide de la taille d'une paume. Quand je passai ma lampe, je vis que le vide n'était pas vide. Il était rempli d'un grain si fin que la lumière s'y perdait. J'approchai la sonde d'air. Aucun flux, pas de gaz. J'approchai un fil. Une force très faible s'exerça sur lui, pas aimantée, pas électrostatique selon nos seuils. Une pression de forme. Je retirai le fil. La force disparut. Dans l'oreillette, la voix de Weiss devint plus grave. Le signal lointain s'était synchronisé partiellement avec les oscillations du conduit. Il prononça des mots qui ne servirent à rien, sinon à dire ce qu'il craignait de croire. Ce n'est pas un simple volume. Il y a une logique locale qui relie ce que tu touches à
à ce que nous entendons. Je répondis en ramenant la description à des faits. Lors du toucher, la pression acoustique évolue. Lors du retrait, retour au régime. Je répétais l'expérience. Les mesures confirmèrent le lien. Je décidai de sortir, conformément au temps imparti. La discipline fait revenir les gens. À mi-chemin du retour, je ressentis un léger décalage dans mes pas. Mes gestes n'étaient pas en retard, mais leur écho l'était, comme si l'onde qui partait de mon corps glissait plus lentement dans ce matériau. Je ralentis pour ne pas provoquer d'instabilité. Lorsque j'aperçus la fente d'entrée et la silhouette de Kova au-delà, une bouffée d'air chaud sembla me monter au visage. C'était impossible. La température n'avait pas varié. J'acceptais l'illusion comme un signe ordinaire de stress. À la surface, la lumière avait changé de nuance. Rien dans le ciel ne l'expliquait. Je posai les capsules dans le conteneur blindé et verrouillai le couvercle. Le drone s'arrima sur mon épaule et transmit la vidéo des 10. Weiss confirma que tout était enregistré correctement. Puis il demanda à Kova de rester en surveillance et me pria d'installer un module d'écoute dans le conduit. Je revins jusqu'au premier étranglement et fixai le module juste avant l'ovale luisant. Le capteur styla une courbe qui restait étrangement plate. Je réglai la sensibilité. La courbe se remplit de rugosité fine, comme la signature d'une pluie sur un toit lointain. Nous regagnâmes la navette à reculons pendant 50 mètres. La marche de retour me fit du bien. À l'intérieur, je procédai au confinement des échantillons. Douche, ion, rayonnement franc, étape par étape. L'odeur interne de ma combinaison me ramena au présent. Mélange d'alcool et de caoutchouc. J'avais soif. Je bus par le tube et m'assis dans le sas d'équipement. Les voix autour de moi se croisaient, retenues, précises. Personne n'élevait le ton. Les chiffres circulaient. Le premier test sur la poussière grise donna une surprise modeste et troublante. Elle ne présentait pas d'impureté évidente, mais sa structure réticulée changeait doucement en fonction du champ magnétique, comme si elle cherchait un état plus bas d'énergie sans jamais l'atteindre. L'ingénieur parla d'un système à seuil multiple. Je restais dehors, mentalement. Je gardais ma place d'observateur armé. Le fragment de la plaque luisante révéla autre chose. Sa réponse thermique restait constante, mais il émettait un bruit électrique faible et stable, sans alimentation, un bruit blanc qui n'en était pas un. En affinant, Weiss distingua des pics réguliers. Il superposa ces pics au signal lointain. Certains tombèrent en face, pas tous. Il se tourna vers moi et demanda ce que j'avais ressenti en le détachant. Je répondis que rien ne ressemblait à un refus, ni à un relâchement volontaire. La matière s'était ouverte au rythme exact de la force que j'exerçais. Il acquiesça. C'était une façon de dire que l'objet n'opposait pas une inertie aveugle. Il composait. Je retournai sur la couche extérieure pour une seconde reconnaissance de périmètre. Cette fois, j'ouvris le canal de proximité avec Kova pour parler moins et montrer plus. Je restais concentré sur mes appuis, sur les petits craquements transmis par la corde, sur le timbre des vibrations. Au nord de la balise principale, je tombais sur une zone où la surface avait été entaillée en hexagone que nul outil humain n'aurait tracé aussi net. Les bords n'étaient pas coupants. Ils s'évasent vers le bas et se rejoignent comme une alvéole profonde. Je descendis au premier degré et touchai le bord inférieur avec le capteur d'odeur. Rien. Je posai mon gant. La sensation fut différente. Un souffle ténu remontait par capillarité à travers le matériau. Je marquai le point. Soudain, une série de chocs minuscules remonta de la profondeur. Ce n'étaient pas des impacts venus de l'extérieur. Cela venait d'en dessous, aligné sur le motif alvéolaire. 3 pulsations, puis une pause, puis 2. Weiss prononça un chiffre, puis un autre. Il cherchait un code. Je l'entendis renoncer à voix basse. Trop tôt. Je me contentai de noter. Suite courte, répétée une fois, non périodique, s'éteint au bout de 20 secondes. La suite se tut comme si elle avait obtenu ce qu'elle voulait obtenir. Je me corrigeai aussitôt. Je remplaçai les mots qui impliquaient une intention par des mots de mesure. Cessation du motif. À ce moment, notre propre radio changea de texture.
Pas la fréquence porteuse, pas le protocole. Une réverbération apparut dans nos paroles, faible mais suffisamment stable pour qu'on la distingue du bruit. Elle continuait une fraction de seconde, après chaque phrase, comme si la coque de l'objet en conservait une empreinte et la relâchait avec douceur. Je prononçai volontairement une phrase plus longue et observai l'effet. La traîne s'étira et fit naître un écho miniature de ma voix, presque inaudible mais mesurable. Weiss enregistra. La navette corrigea son horloge et nous vérifiâmes la latence. La latence avait baissé sur le canal interne, pas sur le canal terre. Cela signifiait que l'environnement proche nous offrait une voie privilégiée. Je n'aimais pas cette idée. Je la posai dans une case neutre. Je retournai au seuil d'entrée. Le module d'écoute avait dérivé de quelques dixièmes vers le haut. Pas l'instrument, sa mesure. La scène n'avait pas bougé. Je pris une photo en différence pour comparer. Des lignes discrètes avaient émergé sur la paroi. Invisibles à l'œil nu, elles apparaissaient sous le filtre. Elles dessinaient une courbe lente qui traversait le conduit en diagonale. Ce n'était pas un dessin, pas une écriture, plutôt la cicatrice d'un passage d'énergie. Elle se dirigeait vers le vide granuleux que j'avais observé. J'en informai le groupe. Weiss proposa un second aller simple, plus bref, pour vérifier si la courbe livrait un changement dans notre présence. Je regardai Kova. Il ne broncha pas. Je repartis. Cette fois, je sentis d'emblée l'onde basse. Elle était là, pas oppressante, mais sans détour. Je rampai jusqu'au vide central. Avant d'approcher, je plantai une troisième balise. Son signal s'accrocha, faiblit, revint. J'avançai d'1 mètre et tendis mon camp. La force de forme s'exerça à nouveau sur le fil. Je répétai exactement l'expérience. Même angle, même pression. Cette fois, la courbe acoustique fit un bond, elle redescendit aussitôt. J'essayai avec mon autre main. Même réponse. Puis quelque chose de nouveau. La traîne de nos voix dans la radio se calqua pour une seconde sur le rythme de mon geste. J'ouvris et fermai la main. La traîne suivit. Je laissai retomber mon bras. Elle cessa. Je recommençai. Elle revint. Je cessai. Elle cessa. Je déclarai cela de la manière la plus sèche. Modulation corrélée à mon mouvement. Aucune autre source locale. Retour au silence à l'arrêt. Weiss ne parla pas tout de suite. Quand sa voix entra, elle était calme. Il demanda un dernier prélèvement sur le bord de l'ovale, luisant. Je m'exécutai. Au moment où le fragment se détacha, le conduit entier vibra à peine. Pas un tremblement, un redressement subtil, comme si une tension se redistribuait au loin. Je reculai prudemment, puis sortis. À la surface, la navette ajusta son attitude. Le système d'asservissement avait détecté une variation de microgravité. Kova accrocha un second câble entre nous et le fuselage. Nous redoublâmes de prudence. De la zone alvéolaire s'éleva un souffle très bas, inaudible mais présent sur les instruments. Le drone y plongea ses capteurs. L'image qui revint était pauvre. Rien à voir. Une obscurité mate. Pourtant les chiffres grimpaient et descendaient comme une respiration trop lente. De retour dans le sas, je déposai les fragments et passai par la procession de confinement. J'étais moins tendu, plus concentré. Les gestes étaient devenus une musique utilitaire. Entre deux portes, je ressentis une fatigue nette sous le sternum. Elle montait de manière régulière. Je fis le point. Pas de signe d'hypoxie, pas de dérive de pression, pas de douleur. Juste la vérité simple du corps. Je bus une gorgée et gagnai l'atelier d'analyse. La poussière grise, chauffée à 1 degré supplémentaire, s'étala en film lisse, puis retrouva seule sa structure réticulée quand on coupa la source. Elle conserva dans sa réorganisation l'écho de la pulsation locale, comme un souvenir physique. Le fragment luisant, lui, refusa de se laisser traverser par un courant. Il convertit en chaleur tout ce qu'on lui envoyait, mais d'une manière qui respectait une ligne médiane intangible. Quand on posait 2 sondes à des distances différentes, il ramenait les mesures vers une valeur commune. Pas une moyenne, pas un forçage brutal, un compromis intermédiaire. Je ne trouvais pas de mots pour cela. C'est alors que la voix de Weiss changea. Je la reconnus avant les mots. La modulation du signal lointain
venait de se caler sur une séquence qui ressemblait à une série. Pas un alphabet, pas une langue. Une suite de nombres premiers séparés par des intervalles qui suivaient une règle simple. Il dit que nous n'avions plus affaire à un bruit d'origine incertaine. Il dit que nous avions franchi un seuil. Je restai froid. Je fis remonter les dernières images et les derniers relevés. Je notai que la suite commença dans la minute qui suivit mon contact avec le vide granuleux. Je rappelai que la coïncidence n'est pas la cause. Rice acquiesça, mais il ne put s'empêcher de frôler l'idée qu'un dialogue, à la racine, venait de s'ouvrir. La station nous appela. Le commandant Yamagata demanda notre état et annonça que la Terre avait interrompu toute transmission non indispensable pour ne pas parasiter les mesures. Le silence humain laissa encore plus de place à la pulsation. Je ressentis alors un phénomène inattendu. Mes pensées s'alignèrent, non pas vers une conclusion, mais vers une économie. Je éliminais les gestes superflus. Je rangeais mes outils avec un soin sans excès. Je sentis la navette dormir contre nous, presque docile. Il y avait là une dérive qu'il fallait surveiller. Rien de mystique, juste la tentation de flotter dans une régularité qui ne nous appartenait pas. Avant la relève, je retournai une dernière fois au seuil. Le module d'écoute crépitait d'un bruit régulier, fin et sans agressivité. Je posai la main sur la paroi, gant contre surface. Le vibrato très bas coula dans mes os. Au même instant, la traîne radio dessina un fil parfait, un ruban qui me suivit d'un pas. Kova, à côté de moi, fit de même. Son ruban fut légèrement décalé. Les deux se superposèrent, se repoussèrent, se rejoignirent par endroits. Je retirai ma main. Les rubans tombèrent. Je déclarai que nous avions atteint les limites d'une reconnaissance de surface. Nous avions obtenu des voies, des coefficients, des fragments. Toute entrée plus profonde exigerait une stratégie nouvelle. Je recommandai un ancrage sécurisé avec lignes multiples, une chaîne de balises à redondance triple, une radio-balise intérieure à relais pour éviter les zones d'ombre et une équipe réduite à 2 personnes maximum. Je recommandais aussi une règle simple, ne pas supposer une intention, ne pas la nier non plus. Aller, voir, tenir, sortir. Rice valida sans commentaire. Il fixa l'horaire. Nous entrerions en binôme au prochain cycle. Lorsque la suite de nombres changerait de régime, nous dormirions avant. Je ne dormis pas tout de suite. Je m'allongeai dans ma couchette avec mon sac d'outils au pied, comme si le poids du sac pouvait empêcher le vaisseau de se dissoudre. Je fermai les yeux et revis l'ovale luisant, la courbe qui traversait le conduit, la poussière qui se souvenait. Puis la phrase simple de Kova tourna dans ma tête. « Tu reviens vite ». C'était une prière privée, légère et tenace. Quand l'alarme de car vibra doucement, je me levai sans sursaut. Je pensais au monde derrière nous, au bleu de la planète que j'avais regardé en silence avant de partir. Ce bleu patient contenait nos désordres et nos gestes. Je me promis de rapporter des faits, pas des mythes. Et j'acceptais, dans le même mouvement, qu'il y aurait peut-être quelque chose dans ce silence qui nous dépasserait sans violence, comme la mer dépasse l'enfant qui apprend à nager.